Marty SA à Berne. Merci pour cette présentation. Alors, nous allons nous lancer. Je pense que tout le monde se réjouit de la pause de midi. Pourquoi cette présentation? Eh bien, essentiellement pour deux raisons. Le renard hydraulique, moi, c'est un sujet qui me passionne et j'ai aussi écouté avec une grande attention M. Ziegler ce matin. Vous allez voir réapparaître ce renard hydraulique qui, heureusement, est un phénomène extrêmement rare, mais nous en avons fait l'expérience ensemble. Et puis, le deuxième point, c'est que nous avons pris une mesure suite à ce phénomène pour reprendre la maîtrise de la situation. Donc, il y a là la géologie, il y a les examens préalables, il y a toute l'étape de projet, et puis il y a évidemment la réalisation. Et tout cela, évidemment, doit être vu comme un tout. Et puis, ce qui m'est revu à l'esprit ce matin, c'est ce chiffre de 1 fois 10 puissance moins 8 à peu près. 1 fois 10 puissance moins 8. Et aujourd'hui, j'imagine que tout le monde pensera en premier lieu à la perméabilité, mais non, pour moi, ce n'était pas la perméabilité. À vrai dire, c'est la quantité à peu près de matériaux d'échantillons que nous avons à disposition lorsque nous voulons examiner un terrain à bâtir. Donc c'est une toute petite fraction que nous avons à notre disposition. Maintenant, notre présentation commune sera en 3 parties. D'abord, nous allons vous présenter le projet. Ensuite, ouvrir une toute petite parenthèse, moins longue que celle de M. Ziegler, concernant le radar hydraulique. Simplement, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. C'est un réel problème, un problème important. Et puis, nous finirons par vous présenter cette mesure que nous avons pu appliquer dans le cas d'espèce. Merci, David. Ce projet, donc, consistait à remplacer par une construction neuve cette usine de valorisation des déchets, une usine qui est grande, qui marque dans le paysage, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui en venant d'ailleurs. Et alors, pour avoir quelques ordres de grandeur, la somme des investissements se monte à 500 millions de francs suisses. C'est une installation nouvelle qui est construite juste à côté de l'ancienne, qui en impose vraiment parce qu'il n'y a pas grand-chose de construit autour et parce que les dimensions sont très importantes, 130 mètres de long, 110 de haut. Et puis sur la droite, vous voyez déjà le projet qui est ressorti du concours. Il y avait eu un concours d'architecture. Et puis en bas, l'état d'avancement actuel des travaux. Cette installation, donc, traite les déchets de 160 communes. C'est 42 000 tonnes, 220 000 tonnes pardon, de déchets pour une production de chaleur pour 12 000 bâtiments, d'électricité pour 42 000 ménages. Donc quelque chose de tout à fait impressionnant. Les travaux de fouilles ont commencé en 2020 et puis d'ici 2 ans, l'usine pourra commencer à fonctionner. Actuellement, nous sommes à la phase du gros œuvre. En termes de géologie, nous sommes ici là où l'Aisne rejoint l'Ars, près de Soleure, donc ces deux rivières. Et vous voyez ici la situation telle qu'elle se présente. Nous avons des couches supérieures avec un remplissage artificiel, en partie du sable ou du gravier limoneux. Et puis dessous, il y a des sédiments, il y a du gravier de lème et puis des limons sableux. Ce gravier de lème n'est pas suffisamment portant pour le projet dont nous vous parlons aujourd'hui. Maintenant, quel est le concept de fouille? Vous avez une surface très importante avec une profondeur de fouille de 4,5 mètres. Le niveau des nappes phréatiques étant à peu près à la hauteur de la plaque du milieu. Donc ce n'est pas plus bas que cette plaque du milieu, cette plaque intermédiaire, mais à peu près au même niveau, ce qui est malheureux. Et nous avons donc commencé par construire une paroi de pale planche, et puis nous avons procédé à une excavation préalable, 2,5 mètres environ, et ensuite nous avons
commencer par mettre en place les pales planches et puis, dans un deuxième temps, tous les piliers. Nous avons là une fondation KPP, donc combinée, et ces grands piliers qui supportent la dalle. Après la réalisation de ces piliers, des pales planches, et puis lorsque ces piliers étaient durcis, nous avons travaillé sur l'exor. C'est ce que nous allons vous montrer tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que nous avons posé une cloison intermédiaire entre ces deux zones A et B, ce qui permet d'avoir une certaine flexibilité dans l'exor qui peut se faire de manière différente des deux côtés de la cloison intermédiaire. Et puis, ce que vous avez en vert sur cette représentation, c'est la fouille d'échappement. C'est une zone relativement petite où nous avons creusé encore nettement plus bas pour arriver jusque dans le sous-sol sableux. Vous avez ici le concept d'exor avec les différentes couches. C'était donc pour l'excavation que nous avons faite au préalable. On a trouvé d'abord donc ces graviers de lemme qui en partie sont hétérogènes. Et là, nous avons utilisé un puits filtrant pour drainer. Nous avons fait le calcul du débit en flaque 3D, ce qui nous a permis de dimensionner des puits pour couvrir un débit allant de 3600 à 11 000 litres par minute selon les phases. Voici la fouille au moment où nous l'avons remise au maître d'œuvre. Vous voyez les têtes des piliers, vous voyez les renfoncements, vous voyez que tout est sec, donc ça se présente parfaitement bien. Et puis le puits filtrant fonctionne parfaitement bien et joue son rôle pour l'exor. Ici, vous avez cette zone où nous avons creusé plus bas, donc jusqu'au sol sablonneux. C'est autour de la fouille d'échappement et c'est là que nous avons rencontré les plus grands problèmes. Je laisse reprendre David qui va vous parler d'un renard hydraulique. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone? Vous avez vu cette petite fouille de 12 x 18 mètres avec la pale planche qui l'entoure. Et vous avez les puits filtrants qui l'entourent. Il a donc fallu, à un certain point, oser creuser, mais on avait conscience d'un risque très important de renard hydraulique ici, raison pour laquelle on avait déjà tout préparé pour pouvoir re-remplir cette zone très rapidement si nécessaire. Alors, comme cela a été dit à plusieurs reprises ce matin, la taille, la forme, la position de cette fouille sont des facteurs décisifs ici. Nous n'avions presque pas d'autre option que de procéder à cette excavation dans un angle. En commençant par un angle, donc, et juste avant d'atteindre le point le plus bas, le renard hydraulique est survenu. Et on le voit tout simplement sur cette photo. Donc il y a eu cette remontée d'eau, il y a eu cet apport de matériaux et on a pu très vite re-remplir. Mais le sol était complètement dissous avec une résistance au cisaillement qui avait complètement disparu. C'est-à-dire que ce n'était pas que le terrain qui était détruit, donc dans sa stabilité, mais aussi les supports de la paroi. Donc la stabilité de la paroi, en fait, du fait de ce courant venu du bas, et nous avons déjà vu l'image du corps Terzaghi ce matin. Donc vous avez ce courant qui arrive par en dessous, et puis le poids propre qui pèse dessus, mais l'équilibre ne se fait plus. Et la norme SIA 267 nous dit
qu'on procède comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez évidemment tous aller vérifier dans la norme. On a la force du courant et on a le poids propre du corps Terzaghi en fonction de sa largeur, sachant qu'on adapte la largeur pour le calcul. Et puis on a ces deux facteurs de sécurité avec la modification d'une part et puis l'augmentation de la pression du courant en fonction du matériau dont est constitué le sol. Pour cet exemple, j'ai pris la peine aussi d'aller vérifier quels résultats l'on pouvait obtenir selon la méthode appliquée. En Suisse, lorsqu'une telle question se pose, nous respectons scrupuleusement la norme. Nous faisons un calcul plastique avec les valeurs résiduelles précisées dans cette norme. C'est une approche linéaire avec une différence cependant qui est décisive si on regarde cette représentation, ce schéma. Ce qui nous intéresse, c'est la pression de l'eau au pied de la paroi, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ce qui est décisif pour un ouvrage comme celui-là, si on a un risque de renard hydraulique, c'est de disposer d'un piézomètre à l'intérieur et d'un piézomètre à l'extérieur. C'est ce qui permettra relativement bien de calculer la perte de potentiel au pied de la paroi. Il y a évidemment d'autres approches qui peuvent être appliquées avec des calculs numériques. Ce sont ces solutions approchées. Le problème résiduel étant encore et toujours l'anisotropie. Nous l'avons déjà entendu aujourd'hui. Il y a toutes sortes de calculs qui peuvent se faire, mais on ne sait pas où se trouve l'anisotropie. Et ça a une influence déterminante. Et vous voyez, pour les profondeurs d'encastrement que nous avons calculées sur la base du SI à 267, une valeur relativement conservatrice, prudente, c'est 7,80 m. Ensuite, c'est une règle pratique que nous appliquons souvent, qui ne correspond pas forcément à la norme suisse, mais qui fonctionne bien dans de nombreux cas. Ensuite, nous avons tenu compte aussi des recommandations pour les rivages, avec un taux d'utilisation de 0,6 ou encore le calcul Holbart-Ziegler qui donne 5,80 m. En réalité, nous avions prévu ici plus que 5,80 m pour cette pale planche. Et que s'est-il passé? Eh bien, toutes ces formules, tous ces calculs ne sont utiles que jusqu'au point où les paramètres entrants étaient bons. Et on avait sans doute une erreur dans le paramétrage pour la pression de l'eau à l'extérieur de la fouille. Merci David. Alors après, que faire? Nous avions donc ce renard très local, certes, mais avec des dégâts structurels que nous avions provoqués. Nous avons constaté que malgré une forte exore avec le puits filtrant, nous avons renforcé l'exore avec des plus petits puits supplémentaires et malgré toutes ces mesures, nous n'avons pas réussi réellement à abaisser le niveau de l'eau. Parce que lorsque nous faisions tourner les pompes à trop fort régime, le problème était qu'on extrayait trop de sable du sol, ce qui aurait renforcé encore les dommages structurels, alors que lorsque les pompes tournaient à trop bas régime, il y avait trop d'eau qui arrivait dans la fouille et on ne pouvait pas atteindre l'objectif. Il nous fallait donc un plan B, il fallait présenter une solution au maître d'ouvrage et nous nous sommes intéressés à une solution de masse, de blocs denses. Donc, nous avons réalisé un corpus de 10 x 10 mètres, 13,2 mètres de haut. Et ce corps se composait de 147 piliers de forage, pieux forés,
247 pieux forés. Et puis, la semelle a été réalisée en béton liquide, ce qui permet donc de construire comme une sorte de bassin qu'on intègre ensuite dans la fouille. Pour ce qui est des aspects statiques, ils sont relativement simples, ils ont été évoqués ce matin, c'est la poussée d'Archimède. Donc le volume d'eau repoussée qui correspond à ce corps qu'on insère avec un poids de 320 tonnes en l'occurrence, et puis vous avez le poids de ce corpus, de ce corps en béton. C'était 1500 tonnes environ. Et puis vous avez ces facteurs de sécurité qu'il faut appliquer. Et puisqu'il n'y a pas que la poussée, mais qu'il y a ce bloc qui s'insère dans la terre, on peut aussi tenir compte du frottement. Mais la norme dit que si l'on veut activer un frottement, il faut le considérer comme une valeur à la limite de type 2, alors que si on ne fait pas recours au frottement mais seulement au poids, alors c'est une valeur à la limite de type 1. Or, nous n'étions pas au clair en fait sur le cas de figure qui s'applique ici. Si l'on prend le type 1, il faut une multiplication par 1,2 et par 0,9. Donc on n'active pas, certes, on active donc avec ce type 2. Selon qu'on active ou qu'on n'active pas, on n'a pas les mêmes facteurs qui s'appliquent. Et nous avons donc ici une réserve de 0,3%. Donc nous sommes tout prêts. Alors, donc ça c'est avec le type 1, alors que si nous prenons les facteurs de sécurité dans le type 2, nous avons une réserve de 25% et nous avons considéré que c'était une réserve suffisante. Les aspects statiques donc étaient relativement simples. Quant à la réalisation, elle était tout sauf simple. Il a fallu une collaboration très étroite entre l'équipe de projet et l'entreprise qui était sur le chantier. Et mon collègue va reprendre donc pour les défis rencontrés. Oui, vous le voyez ici, vous avez la couronne de ce forage et puis vous avez ce sol liquide. Pourquoi avons-nous opté pour du sol liquide plutôt que pour du béton? C'est parce qu'il nous fallait un matériau dense, donc très très peu perméable. Et donc il fallait qu'il puisse combler toutes les micro-fissures autant que possible. Il fallait aussi qu'on puisse le découper, ce matériau. Et puis il s'agissait aussi de pouvoir ensuite déconstruire tout cela pour réaliser la fouille. Donc le tout devait jouer un rôle de bouchon, colmater le tout et devait en même temps par la suite pouvoir jouer le rôle de terrain à bâtir ou de terrain de fondation pour cette usine de valorisation des déchets. Donc il y avait la question de la quantité acceptable de particules, de grains fins, et puis la teneur en ciment, et on avait une teneur en ciment qui variait en fonction du sol présumé entre 150 et 300 kg par mètre cube. Pour la dureté, nous sommes arrivés à 2,6 à 4,5 mégapascal. La perméabilité, vous le voyez, était extrêmement faible. Et vous avez ici un échantillon qui a montré que ce matériau était vraiment très résistant. Quant à la réalisation, elle n'était pas évidente. Vous voyez en haut qu'on avait un problème d'espace déjà pour réaliser ces piliers. Il avait fallu d'abord réaliser une rampe. Nous avons aussi amené une pelleteuse. En termes de temps, nous étions très limités et nous avons donc opté pour un travail par équipe, en 2 équipes. Et puis il y avait l'aspect sol liquide. Ce sol liquide devait être fabriqué, ensuite amené, ensuite utilisé.
avec des nettoyages réguliers de l'installation, puisque le sol liquide, ce n'est pas du béton. Vous voyez ici comment nous avons procédé. Nous avons commencé par les piliers en jaune, qui sont purement en sol liquide. Ensuite, nous avons fait les rouges, puisqu'il fallait une paroi autoportante. Ensuite, nous avons comblé le tout avec les piliers bleus et puis tout à la fin, c'était les piliers verts. Et puis vous avez les noirs en haut à droite qui étaient déjà là. Il s'agissait des piliers des fondations. Et tout au long de ce travail, il fallait toujours veiller à prévoir au moins 3 jours pour faire sécher et compacter l'étape précédente. Donc il avait fallu mettre au point tout un schéma. Quelques impressions maintenant, à la fin des travaux, une fois que cette fouille est sécurisée. Alors, le bilan que nous tirons de tout cela, c'est que nous avons atteint la densité souhaitée pour ces blocs. Ce bloc, des injections n'ont pas été nécessaires. En option, nous avions prévu la possibilité d'ajouter une dalle de béton sous l'eau. Ça n'a pas été nécessaire, il a fallu pomper très très peu d'eau résiduelle. Et puis, ce que je n'ai pas mis par écrit ici, mais vous le constatez, c'est que nous sommes ici tous les deux pour vous en parler, que nous pouvons clairement assumer ce résultat. Il y a une très bonne collaboration entre ingénieurs, planificateurs, maîtres d'ouvrage, ce qui a été très réjouissant. Merci. Danke vielmals für diese. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, transparente, honnête. Nous avons reçu des questions. La première, vous y répondrez très rapidement. Quelle était l'encastrement prévu pour la pale planche au départ? 6,50 m. Donc 6,50 m pour 5,50 m de hauteur d'eau? Oui, à peu près. Mais c'était justement cette grande question. Combien de pression faudrait-il gérer effectivement? Et c'est là que nous avions les plus grandes interrogations. Maintenant, j'aimerais poser 2 questions en une. Ce renard hydraulique a remué le sol, a probablement diminué la portance pour les piliers, mais aussi pour une dalle. Du moment qu'on avait une fondation pilier-dalle, est-ce qu'on a fait des calculs pour en tenir compte? Alors, il y avait la pale planche pour protéger ces piliers. Nous avions donc ces 2 piliers qui étaient déjà présents. Ces 2 piliers qui avaient une longueur de 25 mètres et qui étaient ancrés très en profondeur. Donc, ça, nous l'avons vérifié, mais nous avons considéré que ce n'était pas critique. Une autre question? Est-ce qu'il y a eu un problème en termes d'autorisation? Donc, pour l'installation de ce corps dense en lien avec la protection des eaux? C'était une réduction de la perméabilité à la nappe phréatique, n'est-ce pas? Avec ce bloc, est-ce que ça a été considéré comme problématique? Alors c'est la règle des 10% qui s'appliquait pour ce projet. Et nous avons ces 200 et quelques pieux forés. Et nous avions donc cette zone dans laquelle la règle des 10% n'était pas respectée. Les autorités ont exigé dès lors un remplacement du matériau. Donc une partie de ce matériau non perméable. Donc il y avait une partie très profonde et une partie moyennement profonde. Et dans la partie moyennement profonde, nous avons pu améliorer la perméabilité à un point où ce n'était pas trop problématique. Nous avons encore toute une série de questions. Une qui me paraît très intéressante, c'est combien ça a coûté
ce bloc dense. Mais ça a coûté cher. Ça a coûté vraiment cher. Et donc aussi tous ces essais de drainage, c'est 5 millions de francs suisses environ, mais il faut se rendre compte aussi que c'est un projet absolument énorme, avec en même temps un calendrier très serré. Et c'est un tiers environ de la somme de l'investissement qui est lié à ces fouilles. Et pour la construction de l'usine, à proprement parler, ce sont des entreprises qui viennent de toute l'Europe, avec des contrats qui doivent être scrupuleusement respectés. Il était clair dès lors que le facteur temps était particulièrement critique. Et puis nous avions la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui s'en rendait très bien compte, qui comprenait qu'il n'était pas possible de se demander si on avait là la solution la plus économique ou si peut-être c'était quand même encore un peu trop cher. Il fallait aller de l'avant. Et d'ailleurs, au final, le maître d'œuvre était assez satisfait. Le maître d'ouvrage était assez satisfait. Certes, nous avons pris un certain retard, mais ce retard restait rattrapable. Merci beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de questions, mais ma foi, vous n'aurez pas le temps de manger parce que vous répondrez à toutes ces questions pendant la pause de midi. Donc n'hésitez pas à vous adresser à ces deux, voire à ces trois messieurs pendant la pause. Ils seront certainement heureux d'en discuter avec vous. En tout cas, pendant cette présentation, la collaboration entre l'ingénieur et l'entreprise du bâtiment a bien fonctionné. Maintenant, réfléchissez bien à votre réponse. Est-ce que la collaboration avec le maître d'ouvrage a été bonne aussi ?